Moi, je considère qu'il y a une fracture numérique et il faut résoudre. Quand je parle territoire, pour moi, ou quand j'entends territoire, je pense à un peu exclusion. Voilà. Là, il y a eu une loi qui a été votée qui parle des territoires, mais je suis assez état-jacobin et j'aimerais bien que tous les Français aient accès, comme ils aient accès, même accès à la santé, mais même accès au numérique. Les déserts médicaux sont une réalité évidente. Ça devient un sujet qui est de plus en plus abordé par tout le monde. On n'en connaît pas forcément l'impact, l'étendue. On ne sait pas quelle est la part de la population qui est touchée par les déserts médicaux. On n'a pas de chiffres là-dessus et j'aimerais bien en avoir et je vais essayer d'en récupérer. Il y a une grande partie de la population qui est vieillissante, isolée et se retrouve, isolée même s'ils sont dans des villages, mais au moins dans des déserts médicaux. Le problème des déserts médicaux, c'est que les hommes politiques ou l'administration cherchent des solutions, ou les ARS pour encourager les médecins. De ce que je vois, l'incitation financière ne suffit pas. Parce que donner 800 € de plus à un médecin ou 400 € s'il ne peut pas faire venir sa famille, que ce soit un homme ou une femme, qu'il n'y ait pas d'école pour ses enfants, ça ne va pas. Donc en fait, il y a d'autres solutions qui sont mises en place, c'est de faire venir des médecins de temps en temps, certaines journées. Il y a des entreprises qui ont mis des systèmes pour faire de la télémédecine avec des cabines à distance, d'autres qui déplacent quasiment un camion qui va faire des villages, des communes par commune, mais c'est compliqué parce qu'il faut l'autorisation du maire, il faut un certain nombre d'autorisations. Une partie de la réponse est dans le numérique, parce qu'on peut effectivement, avec des cabines de télémédecine, faire un certain nombre de consultations. L'inconvénient, c'est qu'il faut, c'est un peu laïus chez moi, mais il faut du réseau. Il faut former les gens aussi sur place. Il y a une sorte d'éducation. Bon, j'aime bien le terme d'éducation, on parle tous d'éducation thérapeutique, mais il faut aussi aborder le thème de l'éducation informatique du patient, parce que si on le fait à distance, il faut bien qu'il soit capable d'allumer un ordinateur, d'avoir une caméra et de se mettre, de pouvoir montrer ses blessures ou ses symptômes de psoriasis ou d'acné sur une caméra. Même si on entend ici au Festival de la communication santé que les gens sont plutôt, même âgés, sont capables d'utiliser des tablettes et des choses comme ça, est-ce qu'ils sont d'accord pour aller s'enfermer dans une cabine, comme j'ai vu, qui sont, voilà, fermer la porte, rentrer sa carte vitale et voir les appareils qui vont prendre le pouls, la tension, voilà. Ça ressemble... en fait, je me riais parce que ça ressemble un peu à une scénisette avec un petit voyant rouge, un petit voyant... mais c'est pas méchant pour ceux qui l'ont construit, c'est une très bonne idée. En revanche, effectivement, il y a des tas d'autorisations qui sont nécessaires pour pouvoir utiliser cela. Un avantage de cette cabine par rapport à d'autres moyens de télémédecine, c'est qu'elle prend la carte vitale. Tandis que la télémédecine, qui est par une application qui est faite sur... ce n'est pas un acte médical en tant que tel. Donc, comment est-ce qu'on va rémunérer les médecins pour suivre à distance une conversation, en FaceTime ou autrement, puisqu'ils ne pourront pas facturer. Donc, télémédecine, objet connecté dans ce genre de territoire, c'est pas possible. Et là, c'est une grande partie du territoire.